Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre causerie, comme tous les soirs entre 17h et 18h52. Au cœur des sujets d'actualité avec nos invités. C'est le grand soir qui commence. Tout le plaisir est de nôtre de savoir que vous êtes nombreux ce soir à nous regarder et à participer à ces échanges. Nous parlerons de la montée de plus en plus visible de l'intolérance dans le domaine politique. On pourrait ajouter également le sport. On le voit avec le football où les discours sont de plus en plus intolérants, où les gens brillent par des réactions, des attitudes d'une violence dans le verbe et dans les attitudes. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui peut justifier ou expliquer la montée de cette intolérance en politique? Est-ce justement le vent de la présidentielle qui souffle avec, on va le dire, beaucoup de force et de vigueur qui amène les uns et les autres à réagir ainsi? Est-ce qu'on pourrait parler également, comme d'aucuns le pensent, d'une absence d'éducation politique qui pourrait former à l'acceptation de la différence et des points de divergence? On en parlera avec nos invités. Certains sont déjà sur ce plateau, comme Emmanuel Mbenoum. Il est le secrétaire national adjoint à la communication de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Emmanuel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV et surtout tous les militants de l'UDC. Les militants de l'UDC. L'UDC ne s'est pas encore prononcé. On attendra encore longtemps par rapport à la présidentielle. On ne s'est pas encore prononcé. Je crois que la présidente de l'UDC est candidate. Ça, vous ne pouvez pas. Elle est candidate. Oui, elle est candidate à l'élection présidentielle. En attendant les développements qui peuvent avoir d'ici là, mais déjà, elle est candidate. Il pourrait y avoir d'autres développements, le genre adhérer à une alliance ou accompagner une autre candidature? Tout à fait. Ça, la scène politique est dynamique et nous pensons que d'ici là, il peut y avoir des choses, mais pour le moment, on observe, il y a encore comme des tâtonnements, mais nous pensons que d'ici là, comme nous avons une plateforme que d'ailleurs, si vous avez suivi aujourd'hui, nous avons parlé à travers une chaîne internationale. Oui. Et nous pensons que cette dynamique peut continuer dans ce sens-là. On observe encore au niveau de l'UDC. On suivra de près l'actualité au niveau de l'Union démocratique du Cameroun et on souhaite, on vous l'a dit, monsieur le secrétaire sur la communication, que nous aimerions bien avoir comme invité à vous la parole, madame la présidente de l'UDC. Ce serait un moment unique de télévision. On espère qu'elle va accéder à notre demande pour qu'elle partage avec les téléspectateurs et l'opinion nationale et internationale sa position, ses points de vue sur l'actualité politique et sociale dans notre pays. Madame la présidente de l'UDC, nous vous tendons la main. Nos portes sont ouvertes à tous les leaders politiques. On dit bien tous les leaders politiques, même ceux qui, dans leur sortie, ont la fâcheuse habitude de vouloir étiqueter tel média ou tel autre média. Info TV reste ouverte à toutes les opinions, toutes les options et tous les leaders politiques. Nous accueillons justement un homme politique, Dieudonné Essomba Atemengue, monsieur le président national du PDCC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Très honoré de votre invitation ce soir. Et j'espère bien que nous pourrons être à la hauteur de nos fidèles téléspectateurs. Vous avez toujours été à la hauteur, mais maintenant, est-ce qu'il y a un scoop? Le parti se prépare pour l'élection ou vous êtes sur un autre chantier? Un parti politique doit toujours être sur le terrain. Le PDCC est sur le terrain. Nous avons deux échéances cette année électorale. D'abord les régionales, ensuite les présidentielles. Et nous nous préparons avec la stratégie qui est la nôtre pour pouvoir non seulement participer, mais de pouvoir avoir des victoires lors de ces échéances. Merci beaucoup d'être avec nous. Hubert Volo est également avec nous, le secrétaire national de la communication du CAC. C'est une autre formation politique au Cameroun. Hubert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants, aux aînés. À tout le monde, le président, avec qui je travaille. Hein. Peut-être on ne va pas le trahir ici dans le cadre de la plateforme ATP initialement, mais qui est en train de vouloir prendre un nouveau visage, toujours dans la logique de la refondation. Je travaille pour le compte du CAC avec le président Essomba Atemengue. Je suis donc très heureux
de le retrouver sur ce plateau, que vous ne soyez pas surpris dans le déroulement de... Que vous ayez parfois des positions semblables. Oui, oui, beaucoup plus parallèles que perpendiculaires de toute façon. Donc je vais vraiment exprimer la civilité à l'un de nous et puis aux autres co-discutants, dont je vous laisse l'insigne privilège de la présentation. D'accord, laissez-moi présenter donc Patrick Kassiga, qui est analyste socio-politique, c'est un habitué de ce plateau. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à tous les hommes politiques qui nous entourent ce soir. C'est un plaisir de faire ce plateau avec eux. Nous espérons tout simplement que nous serons à la hauteur. Merci pour l'invitation. Bienvenue, on souhaite également la bienvenue à Émile Messi, qui est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir, qui est de la grande famille de la communication de cette formation politique-là. Émile, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux compatriotes, bonsoir à tous qui nous suivent en ce moment. Je suis content d'être là, malgré les pénibilités. C'est pas évident. C'est pas évident, mais bon. En tout cas, lié même déjà à mon invitation à la programmation et Dieu merci, je suis comme un soldat dans votre formation politique. On fonctionne un peu comme des soldats. Un militant est un soldat. Je l'apprends aussi de vous, ça c'est pas faux. Ce n'est pas faux. En tout cas, merci d'être venu. C'est un programme qu'on voudrait dédier et penser à Hervé Patrick Atongana-Kouna, qui a quitté ce monde. C'était le 18 février 2024. Nous rendons hommage justement à Hervé Patrick Atongana-Kouna en ce jour empreint d'émotion, alors que nous commémorons le premier anniversaire du décès de M. Hervé Patrick Atongana-Kouna. Son épouse Cynthia, leurs enfants Noémie, Darren et Sarah tiennent à vous exprimer leur profonde gratitude pour votre présence, vos prières, votre disponibilité et votre soutien indéfectible durant cette année particulièrement difficile. Que son âme continue de reposer en paix. Nous pensons à la douleur de cette famille, l'épouse Cynthia et tous les enfants. Nous prions justement pour le repos de l'âme du jeune Hervé Patrick Atongana-Kouna, qui était encore tout jeune, né le 30 septembre 1987 et qui a disparu le 18 février 2024. Ce 18 février 2025, ça fait un an exactement qu'il est parti. Le grand soir pense à lui et continue d'accompagner la famille qui vit toujours cette douleur. Au sortir justement de cet hommage, je vais proposer une vidéo qui vient de Yagua. L'évêque de Yagua a remis une couche. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a mieux exprimé sa pensée lorsqu'il convoquait le diable pour prendre le pouvoir au Cameroun en attendant d'arranger après? Il s'est expliqué devant les chrétiens. Je vous propose d'écouter l'évêque de Yagua. On dira un mot juste derrière en mise à bouche. Je n'invoque pas le diable. Tout prêtre chasse le diable. Avec la prière, tu chasses le diable. Avec l'eau bénite, tu chasses le diable. Si j'ai dit, je vous explique à vous, vous êtes mes parents, je vous explique, si j'ai dit, il faut que le diable prenne d'abord et on verra après. Ce n'est pas le diable en tant que tel. Que n'importe qui prenne et on verra. Parce qu'on souffre. Où est la route? Où sont les écoles dans les campagnes? Nos enfants sont limités. Les enfants des autres sont en Amérique, au Canada, ils sont en Europe, mais nos enfants s'arrêtent Douala Yaoundé. Ils sont quoi? Les veilleurs de nuit avec la licence, les masters en poche. Et les motos que l'on demande à Douala Yaoundé, tout ça là, ce sont nos enfants. Et nous sommes là tout le temps à dire oui, oui, oui. Et on dit, vous les moutons du Nord, donnez-nous votre voix. Ouais, bétail électoral, donnez-nous votre voix. Dans les bétails actuellement là, il y a dans les bétails, dans les moutons du Nord, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les loups, il y a tout dans les... Et l'évêque de Yagua est applaudi, comme dans un meeting. Et Émile Messi, il ne vous loupe pas, hein, l'évêque de Yagua. Il vous en veut à fond, là, finalement. Non, vraiment. Jean-Jacques, je pense que la première sortie de l'évêque, nous tous, nous l'avons regretté. Et on s'est dit,
pour un homme de Dieu, ça peut arriver une fois et qu'il aura le temps de se repentir. Parce que c'est un humain qui a aussi des faiblesses humaines. Par la colère, forcément, par je ne sais quelles circonstances, pouvait le pousser à prononcer déjà le mot de diable, que le diable prenne d'abord. Pour un homme de Dieu, c'est inconcevable. Mais nous l'avons accepté en tant qu'humain, que c'est aussi un homme constitué de chair. Bien évidemment, cette sortie de plus vient vraiment l'enfoncer et pense que il l'enfonce, lui, en tant qu'homme de Dieu, c'est un évêque, vous l'avez présenté comme un évêque, et il est dans une cathédrale où il prêche dans la mission paroissiale, dans la mission messianique, évangélique, apostolique. Ça veut dire quoi? Il doit prêcher quoi? L'amour, le pardon. L'homme politique, forcément, est emballé de sueur et de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est à lui maintenant de prêcher cet amour-là. Or, cette sortie d'aujourd'hui me fait croire que vraiment, ah oui, et vous savez qu'on dit chez nous qu'on ne dessine pas le diable sur le mur. Mais lui, il le fait, il insiste même un peu. Et là, ça devient comme une bêtise. Et j'ai honte à sa place. Quand il prend une posture d'un homme politique, où d'ailleurs les gens ont applaudi. Mais je dis, ça me scandalise, moi, en tant que chrétien catholique. Je le regrette profondément. Dans sa première sortie, j'ai refusé de me prononcer. Parce que j'ai beaucoup de respect pour l'Église catholique, à laquelle j'appartiens. Mais je dis, quand j'ai dit le diable, ce n'était pas le diable. Vous voyez, pour moi, ça n'a plus de sens. C'est quelqu'un qui est totalement perdu. Il dit, il y a le blanc, il y a les loups, il y a les... Mais c'est quoi pour un évêque? Si je vous explique, pour devenir évêque dans l'Église catholique, il faut atteindre un certain niveau de foi, un certain niveau d'élévation dans le Christ. Et quand moi je suis ce que je veux dire. Mais la question qu'on vous pose toujours, c'est doit-il se taire lorsqu'il décrit la misère dans laquelle vit son peuple? Pas d'école, pas de route, une misère ambiante. Vous ne comprenez pas que c'est un homme qui ne peut plus se retenir? Je veux donc encore vous rappeler que l'Église catholique a également une mission sociale de développement. Je veux bien voir les écoles qui appartiennent à l'Église catholique dans son diocèse. Et comment ces écoles fonctionnent. Comment elles développent ce secteur-là en tant qu'Église catholique. Si nous sommes à Yaoundé aujourd'hui, on peut voir comment l'Église catholique fonctionne au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, au niveau du supérieur. Nous voyons des réalisations un peu partout. Donc, le secteur social n'est pas abandonné uniquement à l'État. L'Église a une place de choix dans la formation intellectuelle des citoyens. Ça, vous le savez. Mais qu'il ne montre le pas. Il n'a pas besoin de venir dire qu'il n'y a pas d'école, il manque ceci. Alors que lui-même est un acteur majeur et incontournable pour l'éducation des enfants. Mais je dis, on peut bien critiquer que l'État fasse son travail. C'est tout à fait normal. Mais quand tu as convoqué ce vocabulaire comme je viens de découvrir, les loups, les tigres et tous ces animaux féroces, mais ça renvoie encore à quoi? Dieu, c'est le pardon. Vous dites qu'il n'y a pas que le bétail électoral. Sachez également que dans ce nord-là... Ce mot-là sort de sa bouche. Et autres, Ce mot-là sort de sa bouche. Et puis, s'il veut, je ne sais pas s'il interdit à un homme de Dieu, à un évêque, de faire de la politique. Mais je dis l'endroit, il le fait. La cathédrale est un lieu sacré pour les hommes de Dieu, pour l'Église catholique. Je dis c'est sacré. On ne s'assoit pas là, on ne se présente pas là pour prêcher la division. On ne se présente pas là pour prêcher la haine entre les Camerounais, mais plutôt l'amour et l'évangélisation, la transformation des cœurs. Oui, il y a forcément des défaillances. Il y a des limites de l'État à un certain niveau, mais est-ce que c'est de cette manière qu'un homme de Dieu, fut-il un évêque, à qui on a confié tout un diocèse, doit prendre cause et fait? Je dis que là, il y a un problème. D'accord. Patrick Asiga, lorsque vous écoutez cette nouvelle sortie de l'évêque de Yagua, c'est une touche explicative, c'est une couche de trop? Aucunement. Vous savez, lorsque c'est sorti, à un certain moment de 4 ou 5 évêques, en son temps, il y a eu la conférence épiscopale qui a effectivement parlé de cette affaire, mais au sortir de cette conférence épiscopale,
on a vu la position de l'Église, parce qu'au départ, on se disait que c'était des positions individualistes à l'époque, mais au sortir de la conférence épiscopale, on a bien vu l'Église qui a pris position, et ce n'était pas des sorties anodines, comme on pouvait bien le constater au départ. Et la sortie, une deuxième fois de plus, de l'évêque de Yagua, vient davantage nous démontrer effectivement que l'Église est en train de prendre position, et en train de... Est-ce qu'il en avait besoin, puisque la conférence épiscopale s'est déjà prononcée, et que dans le fond, ce n'était pas du tout tendre Il envers le dit régime. très bien dans son homélie qu'il explique aux populations, à ces chrétiens, de quoi est-ce qu'il parlait en réalité. Et il va même en profondeur dire que on vous traite de bétail électoral. Vous voyez, il va plus loin que ça. Je voudrais rappeler ici que un évêque, c'est celui-là également qui a une responsabilité spirituelle, qui est un guide. Et il a derrière lui une bonne frange de la population du Cameroun qui l'écoute religieusement. Lorsqu'il stimule dans la tête de ces chrétiens qu'il constitue un bétail électoral, je voudrais quand même souligner ici que les termes sont quand même exagérés dans un contexte social que nous avons à l'heure actuelle. D'où les inquiétudes, les questions qu'on pourrait poser relativement à son attitude et à cette sortie après la hiérarchie. Tout à fait. Et on se demande quelle est la véritable position de l'Église lorsque on voit donc, on a envie de penser à l'incitation à la haine, l'incitation à la révolte. Je ne voudrais pas déjà m'y tendre dessus, mais c'est vraiment une sortie malencontreuse, à mon sens, qui il pouvait revoir les termes, mais quitte à lui de descendre vraiment bas et d'utiliser des expressions qui frisent vraiment l'inégalité, qui frise le désespoir dans un contexte. C'est pas vraiment approprié. D'accord, bonsoir. Dieu là pour donner l'espoir. Bonsoir le panel. Cette autre sortie de l'évêque, c'est du populisme. On l'a applaudi à la première, mais là, c'est plus ridicule qu'autre chose. Bientôt, il aura sa page Facebook, évêque de Yagua officiel, et fera aussi des lives d'hommage Ngila Moto. Depuis Yaoundé qui réagit ainsi. Et Emmanuel, est-ce que l'évêque en fait un peu trop? Je ne pense pas que l'évêque en fait un peu trop. Pour ceux qui sont de cette génération, je crois qu'il faut faire l'histoire. J'ai entendu M. Messi dire que la cathédrale est un lieu sacré. Oui. Je me souviens qu'en 1990, moi j'étais déjà majeur. J'ai vu des gens entrer dans la cathédrale de Yaoundé et dire qu'ils sont contre le multipartisme. C'est un sujet éminemment politique qui était adressé au niveau de la cathédrale. Et les gens former l'histoire. Personne n'est jamais entré dans la cathédrale de Yaoundé pour dire quoi que ce soit. Ça ne s'est pas passé dans la cathédrale de Yaoundé. Nous tous nous étions là. On va remercier. Emmanuel, on peut rester sur le cadre. Personne n'est entré dans la cathédrale pour la discours. Pour ne pas extrapoler. Tu parles de quoi? Pour ne pas extrapoler. Merci Émile. Oui, Emmanuel. Sur la sortie de l'évêque de Yagua, est-ce qu'il en fait un peu trop dans le contexte actuel, étant donné qu'il s'est exprimé? On me dit qu'il a été applaudi en son temps, mais il y a eu une sortie quand même de la conférence épiscopale qui a situé la position de l'Église, et ce n'était pas des cadeaux qu'il faisait au régime. C'est ça que je voulais donc vous dire, Jean-Jacques, oui, que pour comprendre le présent, il faut d'abord rentrer dans le passé. Moi, je me souviens qu'en 1990, la conférence épiscopale qui était dirigée par Jean-Baptiste Ama, qui était l'évêque de Bolova, avait déjà mis en place les structures du péché. Pour ceux qui étaient là à l'époque, peut-être si vous étiez, il a énoncé des choses et concernant toujours le régime. Et je me souviens également qu'en 1998, l'archevêque Jean Zouade Yaoundé disait en son temps que je veux bien, quand on dit qu'il n'y en a pas, qu'il n'y ait pas pour tout le monde, mais il ne faut pas qu'il y ait pour certains et qu'il n'y ait pas pour d'autres. On est d'accord là-dessus. Donc, pour revenir, non, pour dire que
les dénonciations n'ont pas commencé aujourd'hui. Il ne faut pas parler l'évêque de Yagua comme si c'est une génération spontanée. Donc, pour revenir à son retour, pour revenir à l'évêque de Yagua, sortie, il a voulu, moi je crois qu'il a voulu préciser sa pensée. En ajoutant parce que la première sortie, ça a fait beaucoup de polémiques, comme on a entendu tout à l'heure. Les gens ont dit, mais est-ce qu'un homme de Dieu de cet acabit peut convoquer le diable en pleine cathédrale ou en pleine messe? Bon, il a voulu dire, nous autres on a compris ça comme ça, que c'était une figure de style. C'était juste pour dire... mais on ne dessine pas le diable au mur. Oui, c'est une figure de style. C'était pour dire que les gens sont dépassés, exacerbés. Ils sont prêts à tout accepter. Pas peut-être tout accepter. Bon, la dernière... Oui, quand il dit diable, il explique que il voulait dire que n'importe qui peut arriver. Qu'on peut tester une autre personne. Oui. C'était juste pour dire... on est d'accord là-dessus. Bon, oui. On peut tester un autre Camerounais. Ce n'était pas que... on va... Qui c'est où c'est Attends, qui c'est grave. Attendez, monsieur Messi. Laissez-nous parler. Agissez en homme civilisé, monsieur Messi. Il voulait dire que n'importe quel autre Camerounais peut essayer. C'est lui qui est là et arrivé au bout du rouleau. Et ça, nous sommes d'accord, nous tous. Oui, qu'il est au bout du rouleau. Puisqu'en 42 ans, il a proposé. Mais même tu as souvent été présenté comme un pasteur. Il faut être sincère. J'ai dit ce qu'est la vérité. Vous prenez votre micro là maintenant. Prenez votre micro, tendez le micro là à 10 Camerounais, vous verrez qu'au moins 9 vont dire ce que j'ai dit. C'est la vérité. Comment le diable peut tester? Non, je ne dis pas le diable, j'ai dit. Mais ça, c'est ce qu'il lui a dit. Donc, il avait tout simplement dit qu'on peut tester un autre Camerounais. D'accord. Et voir, peut-être avec ses gestes. Et là, il a pour cette nouvelle sortie. Bon, pour cette nouvelle sortie. En tentant d'expliquer, il essaie donc d'expliquer. Il faut pas qu'on vous... La dernière actualité, monsieur Jean-Jacques, vous avez vu la dernière actualité, une sommité de la République qui était au nord. Vous avez vu ce qui s'est passé. Surtout, c'est toujours dans le sillage des choses dont nous parlons. En rapport avec l'évêque. Mais oui, c'est-à-dire les gens sont exacerbés. Et ils ont menacé même cette autorité que s'il ne les reçoit pas, elle ne doit pas rentrer. Vous comprenez? Oui, mais après on les a reçus. Ça. Oui, peut-être avec les bonbons et les joujoux. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Non, mais Patrick insistait tout à l'heure sur le choix des mots. On est quand même à l'église, on est dans un contexte particulier. Est-ce qu'on est obligé de convoquer maintenant, après le diable, c'est les loups, les panthères et les autres? Est-ce qu'on est obligé d'arriver là? Non, pour lui, il voulait dire, on a toujours considéré les gens du septentrion comme des moutons, ou comme du bétail électoral. Est-ce que vous le faites? À l'UDC, vous considérez le Nord comme le bétail électoral? Non, mais ceux qui sont au pouvoir. C'est puisque les inondations, les catastrophes, tout ça, le manque de route, donc les choses qu'il a égrenées là. Mais néanmoins, on voit toujours qu'il vote fatalement. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de route au sud ou à l'est, par exemple? Non, mais franchement, le niveau de pauvreté au niveau du septentrion, vraiment, c'est pas comparé au sud. Vous avez j'étais juste à Mayoré, chez le Lamédé. Vous avez fait le sol profond? Si. Quel côté? Si. Quel côté? Vous avez fait l'océan? L'océan, c'est l'enfer là-bas. Vous avez fait le Findi? Vous avez fait le... On est en train de causer, vraiment. Vous avez fait le temps de parole. Vous avez fait comme deux, vous gênez pas. Vous avez le temps de parole. Alors, fisquez pas le débat. D'accord. Bonsoir, mais pourquoi vous débattez sur cette sortie des évêques? Dit un téléspectateur qui semble être embêté qu'on s'arrête sur ces sorties des évêques. Là, on ne peut rien. C'est l'actualité qui nous l'impose. Dieudonné Souma voulait réagir là-dessus. Cette sortie, elle est utile à quoi? Après la première qui avait déjà fait un tollé, est-ce que ce n'est pas pour entrer dans ce que quelqu'un a considéré un peu de populisme pour l'évêque? Je veux d'abord dire que le régime a toujours été plébiscité, magnifié par ses évêques, par le clergé au Cameroun. Pas toujours, hein? Bon, très souvent. Vous connaissez très souvent, il y a des Cléda, vous avez connu. Et même. Vous avez connu Toumi? Et même. Ça n'avait jamais été ça. Même Jean Zoua n'était pas tant. Je vous dis que le régime, ils ont toujours été magnifiés par le régime. Ils ont toujours magnifié le régime. Et chaque fois qu'ils l'ont souvent fait, les gens du RPC ont souvent applaudi. Ils ont souvent pris des discours d'exemples et puis des propos qui leur servent souvent dans les campagnes. Ça, c'est deuxième chose. Je ne sais pas si c'est
le monsieur du RTPC qui est sur ce plateau. Non, parlons de l'évêque, s'il vous plaît. Donnez-moi le point de vue. Sinon, il va réagir et puis on va pas s'en sortir. Non, c'est pas une affaire du RTPC. Donnez votre point de vue. Je donne mon point de vue. Aucun militant du RTPC ne peut jauger la capacité ou la quantité de la foi d'un évêque. C'est clair. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Si le chrétien ne doit même pas le faire. Ah d'accord, mais nous avons ça. Dites que personne. Bon, c'est eux. Du RTPC qui décrivent aujourd'hui parce qu'on tire sur eux. Autre chose, c'est que un évêque, certes, est un citoyen, c'est un leader d'opinion. D'accord. C'est trop clair. Et la dernière des choses sur un évêque, les évêques encadrent au quotidien la population. Et donc, soit par des chrétiens qui vont au quotidien leur voir, soit par des écoles, et eux-mêmes ils vivent avec nous. Et comme disait tout à l'heure le secrétaire national de l'IDC, ça se dit partout. Et même les gens du régime, du RDPC, quand nous sommes au quartier, quand nous souffrons nous tous, par moment vous leur demandez que, mais quand vous êtes sur le plateau de télévision, pourquoi vous ne... Ils disent que bon, on défend nos mangeurs sur le poste parce qu'on a peur. Nous autres, quand nous sommes sur les plateaux de télévision, laissez-nous la nature de parler, parce que vous ne pouvez pas le dire. Vous n'avez pas de parler, mais sauf qu'on parle de mais là, il tentait de parler, il tentait d'étouffer l'autre. Et là, vous n'avez pas de autre chose, l'évêque a dit quelque chose de très pertinent. Quand vous sortez du pays, même ici au Gabon à côté, ou bien au Tchad, en Guinée équatoriale, les Camerounais sont un peu partout. Et parfois même plus nombreux dans la diaspora. Et très souvent, vous allez voir, c'est des gars qui ont une licence, parfois même un doctorat, qui deviennent des vigiles parce qu'ils sont contraints. Pourquoi? Parce que le pays n'offre plus de possibilités, des opportunités à nos jeunes compatriotes. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Et si un évêque a une opinion, comme un évêque, qui d'autre, à part peut-être nous qui sommes sur les plateaux de télévision, les journalistes, nous les leaders des partis politiques, c'est nous qui devons décrier que c'est grave et que les gens commencent à comprendre. Quand vous arrivez au Canada, on vous dit qu'il y a plus de 3000 Camerounais là-bas et que tous les jours, les Camerounais veulent sortir. C'est un problème. C'est un problème. Et maintenant, il faut comprendre aussi que quand cet évêque dit ça ce week-end, c'est aussi très certainement en liaison avec la visite du SGPR. Nous avons tous vu, peut-être que nous en reparlons tout à l'heure. Nous avons tous vu. On a fait toute une émission hier dessus. Le peuple est exacerbé. C'est grave. Quand vous allez au marché. Est-ce que cela justifie le choix des mots de l'évêque dans sa posture qui ressemblait carrément à un leader politique en campagne électorale? C'est ce que vous pensez. Il explique, il a bien dit que il était en train d'expliquer. Il a dit que bon, il revenait sur cette explication pour que les gens puissent mieux comprendre. Parce que le SGP était à l'extrême nord et on a bien vu comment il fallait que les gars grognent. Parce que le SGP en réalité ne voulait pas recevoir certaines personnes. Non, il n'était pas dans son agenda. Il n'était pas dans son agenda. Mais il a rencontré les gens là où nous avons vu la mission l'a envoyé. Monsieur le Président. Nous avons vu. Permettons qu'on informe aussi les gens. Oui. Il n'a pas voulu recevoir certaines personnes. L'étape de Koussiri, non, pas certaines personnes. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Il ait des audiences à Koussiri. Ah, c'était pas prévu. Voilà. Les gens de Koussiri se sont dit que maintenant, nous votons souvent très massivement. Il faut donc qu'ils nous écoutent. Voilà. Et ils ont bloqué. C'était légitime et à raison. Et quand ces gens sont dans les bureaux bien parfumés. Alors donc vous êtes d'accord avec l'évêque qui reviennent à l'église et qui commence à comparer les... L'évêque il a parlé où? Il a parlé au stade Omnisport. Il parlait là où il a son lieu de... Dans son magistère. Dans son magistère. D'accord. Il a parlé où? D'accord. Là il se plébiscite souvent le RDPC là. Il plébiscite où? Au stade Omnisport. Je sais pas si... Mais c'est souvent là-bas. Il faut donc qu'ils assument. S'ils voient donc que tout le monde est en train de décrier que vraiment c'est fort, monsieur le président Paul Biya, ça fait 42, 43 ans. Vraiment, laisse notre personne parce que ça devient trop grave. Mais assumez et comprenez aussi. Donc pour vous, il faut que le président laisse. Mais vous ne voulez pas vous organiser pour nous. On s'organise à ce qu'il laisse. Passez-le. On va le battre dans le minute. Dans le minute interdit. Vous avez dans les évêques qui parlent et qui sont... Mais laissez-les parler. Puisque le minute dans le régime Biya ne veut pas que les partis politiques puissent se mouvoir. Quand vous voulez... Hier, on a bloqué Kabel Libi à plusieurs endroits hier pour qu'ils puissent faire un meeting. Mais quand le RDPC va organiser un meeting, n'importe où dans la République, on laisse. Si un parti pour l'opposition veut faire un meeting, là, c'est interdit. Alors, on va donc se mouvoir comment? On doit seulement parler. Et puis, nous avons appris dans certains médias... parce qu'on vous donne la possibilité de parler. Dans certains médias, nous avons appris que le MINAC aurait souhaité qu'on arrête
les évêques là. Il faut donc que le ministre, monsieur Mounès, les écrase, tous les ministres. S'il vous plaît, monsieur le président, soyons sérieux. Ne relayez pas ce dont vous n'avez pas la preuve. Mais c'est dit. S'il vous plaît, vous venez de dire que sur certains médias, on aurait. C'est juste pas s'il vous plaît. Non, c'est pas que ce soit relayé. Si vous n'avez pas la déclaration du MINAT, parce que c'est une information assez grave. Si on n'a pas les éléments pour en parler, il vaut mieux ne pas en parler. S'il vous plaît. En tout cas, il n'y a jamais de feu en feu. Oui, attendez que le feu apparaisse donc. C'est comme ça que vous avez dit Mounex et on voit comment il était. Il a dit on voit comment il veut le président, on n'est pas candidaté, on voit comment il veut arrêter tel. C'est comme ça par là qu'il commence souvent. Il faut donc que le régime et le RDPC nous disent. Voilà. S'ils peut-être, parce qu'ils ont fait 42 ans, 43 ans au pouvoir, et ils voient que le peuple est exacerbé. Le président Biaki avait dit qu'il veut qu'on retienne de lui, que c'est lui qui a amené la démocratie au Cameroun. S'ils voient qu'il avait peut-être fait une mauvaise déclaration, ils nous disent maintenant qu'on enlève la démocratie au Cameroun. Et là, quand le MINAT va interdire les partis politiques de se mouvoir, on va comprendre. On prendra acte. Quand c'est l'histoire qu'on sommes en démocratie ou nous sommes en dictature, qu'on nous dise clairement, si le régime Biya voudrait nous faire arriver dans la dictature, qu'ils nous disent clairement, on prendra acte. C'est pas seulement, il y a des pays comme au Maroc, est-ce qu'il y a la démocratie? On sait qu'il y a le roi du Maroc et puis on continue. Est-ce que les gens ne meurent pas? Il y a la Corée du Nord. Donc si le régime ne veut plus qu'on soit en démocratie, qu'ils nous disent, il est inadmissible qu'un évêque parle. Quand il parle pour leur faveur, c'est très bon. Une fois qu'il dit, il a déjà le diable, il ne doit plus parler. Il est citoyen ceci, il est ceci. Non! Quand le président du parti politique va parler, quand un leader même, nous avons appris, et là aussi, on n'a pas me dit que c'est une rumeur, que docteur Fridolin Kay aurait été convoqué au CEMIL. Donc, dès que quelqu'un. Pas des leaders politiques vraiment attendre. Non, mais c'est le président. C'est le président. Dans le RDPC, depuis 15 minutes. Oui, mais le RDPC, s'il vous plaît. Vous voulez continuer encore, vous laissez, parce que votre façon de la démocratie, c'est que vous seul vous devez parler. Non, c'est que les autres ne peuvent pas parler. Passer la parole à quelqu'un d'autre. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. On ne se fâche pas ici. C'est la causerie du soir. On ne se fâche pas. Et le thème de l'émission, c'est justement l'intolérance. Non, le régime, monsieur le président, les échéances arrivent là. S'il ne change pas de méthode, ça va être plus chaud. Il faudrait que tout le monde apaise pour qu'on puisse aller dans une bonne élection. Et c'est pour ça que ça commence à peser. Oui, nous on pèse même beaucoup. Non, on écrase partout. Vous le faites sur le plateau. C'est pas le plateau du ministre ici. Non. D'accord. Maintenant, c'est moi le ministre. Voilà. Il ne faut pas que j'envoie le ministre. Et ils ont dit que c'est passé à l'élection. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, Hubert, l'évêque s'est exprimé à nouveau. Il est venu expliquer comment comprendre cette nouvelle sortie du même évêque. Merci de me passer la parole sur cette question. Je voudrais d'abord me désolidariser de ce qui a été dit ici sur le prisme de ce que la première sortie de l'évêque avait été condamnée par tout le monde. Donc, quelqu'un plutôt qu'ils avaient été applaudis. Émile, mon ami. Oui, c'est son droit. Oui, je ne vais pas dire que c'est pas son droit. Voilà. Écoutez, Jean-Jacques, pourquoi on fait bien ce débat? Moi, je n'ai pas condamné. J'ai dit, il y a que, comme c'est une question, il y a des gens qui interviennent, il y a la thématique elle-même. Il n'est pas bon que nous, de toute façon, on sera obligé de revenir sur quelque chose que quelqu'un a dit et également sur. D'accord. De toute façon, c'est mon approche. Je dis que, puisque les gens nous écoutent, Émile a dit que tout le monde avait condamné. Nous, au CAC, nous n'avons pas condamné. On a plutôt eu l'intelligence de comprendre la pertinence de la métaphore, parce que ça en était une. Alors, j'étais en train de figure de style. Tout le monde n'a pas condamné parce qu'il y a des gens qui disent qu'il a été applaudi. Oui, je rejoins donc ma voix aux téléspectateurs, notamment dans sa première partie. Et je dis que pour cette sortie encore, il n'y a rien de condamnable là-dedans. C'est toujours le prolongement de la métaphore. Et je suis... on va nous balader dans la métaphore. Non, maintenant la métaphore, il en revient à ceux qui peuvent comprendre. Et nous autres, nous avons l'obligation, justement, en tant que leader d'opinion, d'expliquer. Vous avez la métaphore. Vous avez dit tout à l'heure que maintenant elle allait prendre le fauve dans la bouche. Non, écoutez, le message que l'évêque veut donner à toute l'opinion nationale, c'est que les populations du septentrion ne sont plus celles qu'on peut amener comme ça sans résistance, qu'on peut manipuler facilement. Et là, vous savez, de toute façon, chez moi, chez les Étones, il y a une fameuse expression qui dit « la course des moutons ». C'est-à-dire les moutons s'en vont
sans résister. L'évêque dit que désormais, il y a le chimpanzé, lui ne va pas sans résister. Il y a le lièvre, il y a l'hyène, il y a le lion. Il y a d'autres qui interrogent davantage lui avec. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre ça. Et il y a tellement d'éléments qui pourraient justifier cette posture. Est-ce que vous savez qu'il y a peu, les populations de Yagua, dont les terres ont été envahies par l'eau, sortie de la digue qui a cédé. Ces populations ont reçu, chaque famille, 200 000, dans l'optique de leur demander d'aller retrouver un nouvel espace où s'installer. Est-ce que vous pensez que dans un pays normal, ce genre d'appui est acceptable? Non. Je pense que on ne peut pas aujourd'hui, pour des raisons politiques, venir mettre la pertinence d'un évêque. C'est-à-dire que quelqu'un se peut être chrétien, mais du fait d'un ensemble d'éléments que l'on pourrait qualifier d'éléments liés à la roubardise, on commence à dénier à cet évêque une pertinence. Ou on remet même en cause sa formation. C'est grave. C'est très grave. Pourquoi est-ce que c'est grave? C'est très grave parce que... Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en question la formation d'un évêque qui n'est pas Dieu? Je n'ai pas dit... Les mauvais. Ils sont très mal formés. Non, si on va à l'église. Si on prend la question de manière globale, oui, on peut remettre en question. Mais si on est sur un fait précis, on se rend clairement compte que l'appréciation faussée est basée tout simplement sur des éléments d'intérêt personnel. L'évêque dit que je m'explique. L'évêque dit que au contexte où nous sommes, où pour certains, il y a un individu, une personnalité qui a été déifiée, qui est celui-là qui ne peut, qui doit tout faire, qui est à même qui doit conduire le Cameroun jusqu'à l'infini. Dans un groupe réuni, où on réunit pratiquement 4 millions de personnes, où là-bas ils disent qu'il n'y a que l'individu là. L'évêque a dit que ce n'est pas possible. Comment on peut également donner cette responsabilité à quelqu'un d'autre? Pour qu'ils le disent, parce qu'en réalité ça devient deux thèses qui s'affrontent. Une thèse qui dit que il n'y a que M. Paul Biya qui lui seul a eu l'onction de Dieu et de tous les patriarches d'Afrique et du monde qui peut diriger le pays. Et notre option, notre thèse qui dit que quelqu'un d'autre peut gérer Sacré-le-Champ. Moi, je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse. Est-ce que quelqu'un d'autre peut gérer? Jean-Jacques. Est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Vous connaissez quand même les résultats des élections dans le Nord. Il n'y a pas que Paul Biya qui gagne là-bas. Non, vous savez, également, il y a des fils du Nord qui gagnent et qui acceptent volontairement de s'allier. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si on ne pose pas la question, on va se comprendre. Il n'y a pas que Paul Biya qui gagne là-bas. Il gagne avec l'aide des fils du Nord. N'est-ce pas? D'accord. Oui, M. Émile ici. C'était une question pour le poser ou alors il faut sortir de... Il y a des questions ouvertes. C'était une question ouverte. On reste dans l'approche de ton questionnement par rapport à cette nouvelle sortie de l'évêque, que beaucoup essaient de rentrer dans des considérations vraiment politiciennes. Est-ce que cette sortie de l'évêque de Yagua, par rapport à la première, nous fait gagner quelque chose? Oui, beaucoup. Permettez. Non, ça va. Continue, non, nous on a répondu. Beaucoup, comme à la messe. J'ai dit donc que ça va à l'ATP là. j'ai reconnu ma foi ici. Il éclaire sa première position. J'ai avoué ma foi ici qu'en tant que chrétien catholique romain, à la première sortie de cet évêque, je me suis abstenu de donner mon point de vue pour le respect que j'ai de mon église. Vous voyez? De ce respect vient se fortifier d'autant plus que dans ma propre famille, il y a des évêques. Pour dire que, et vous l'avez dit tout à l'heure, la formation des évêques, de toute façon. Pour être évêque dans l'église catholique romaine, il est seul un contre trois. Il faut avoir un minimum de doctorat en théologie. Il n'en a pas. Il faut avoir fait des hautes études de philosophie. L'exégèse. C'est pour dire quoi? Vous la pertinence de sa sortie. C'est pour dire qu'un évêque ne manque pas de mots pour vouloir passer un message. Il a convoqué le diable. Non, ce n'était pas le diable, c'était une figure de... Non. Un évêque, c'est d'abord un pasteur. Que signifie un pasteur? C'est celui qui est à la tête d'un troupeau. C'est un guide. Quand je le dis, ça veut dire que dans sa mission apostolique, parce que lorsque l'évêque est dans une cathédrale, certes c'est un humain,
il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Je suis au regret de le dire. Il peut être sur un plateau de télévision, il peut être dans la rue, il peut être dans une cérémonie. Mais je dis dans les deux postures. Là, il n'a pas fait. Il a dit, le peuple doit dire. Où il doit prêcher quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Il doit prêcher quoi? L'amour. Il doit prêcher quoi? Le pardon. Il doit dénoncer aussi le mal. À la limite donc, dans cette mission, suivez-moi bien, dans cette mission citoyenne et républicaine, il faut inviter ces populations, ces chrétiens, à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et l'évêque doit dénoncer. Et le moment venu à réclamer la justice. Non, je dis, nous parlons de l'évêque de Yagua. S'il veut vraiment s'intéresser au choix du président à venir, intéressez-vous aux inscriptions sur les listes électorales. Le moment venu, et allez faire votre choisissez le président qui vous convient. Et Emmanuel, parce qu'on a par rapport à tout ce qu'on a reçu là, c'est là où je marque mon regret. D'accord, on a compris votre regret. Pour dire que il n'est plus dans sa mission. D'accord. Et dans ce cas-là, il doit se repentir. Parce que nous-mêmes, chrétiens, lorsque nous avons peur, vous devez le repentir. D'accord, d'accord. Ça veut dire quoi? Je vais revenir parce qu'il n'est pas dans les formations là, je suis sérieux. Oui, prendre conscience de l'acte posé. Avouer son péché, le regretter, renoncer. Vous l'avez dit. Sinon, quelqu'un a convoqué la conférence épiscopale, je crois qu'ils reviendront sur son cas. Alors, est-ce que c'est ce qui ferait problème? Émile, merci. Est-ce que ce qui ferait problème, ce n'est pas que de façon ouverte, l'évêque donne une orientation. Il doit dénoncer. Il doit parler de la misère de son peuple, mais pas arriver à donner une orientation. Très bien, Jean-Jacques. C'est à ce niveau-là où se pose en réalité le problème. Et lorsqu'on est un leader, que ce soit un leader d'opinion, un leader social ou bien un leader spirituel, nous avons dans un pays comme le nôtre la lourde responsabilité des gens qui nous suivent. C'est la raison pour laquelle nos positions, nos prises de parole doivent en réalité refléter ce que nous voulons en réalité. Il ne sert à rien dans un pays comme le nôtre que nous posions des actes qui pourraient nous amener à un embrasement. Les mots sont tellement sensibles. Il y a une certaine sensibilité lorsqu'on tient un certain propos à certains peuples. Moi, j'ai fait l'extrême nord. Nous connaissons les accointances que ces gens-là ont avec l'expression mouton. Et qu'on dise que c'est un évêque qui, au perchoir de sa cathédrale, à l'hôtel, disent carrément que on vous considère comme un bétail électoral. J'ai la nette impression que c'est attiser davantage la haine, c'est attiser davantage la rébellion, c'est attiser davantage les foyers de tension, ce qui ne nous sert en réalité à rien, que ce soit pour ceux de l'opposition ou pour ceux du parti au pouvoir. Les mêmes agissements, on va toujours les dénoncer lorsque le MINAC, par exemple, ne travaille pas pour l'apaisement. Lorsqu'un leader ne travaille pas pour l'apaisement, on va le dénoncer. Nous ne sommes pas là, à ce qui me concerne, je ne suis pas là ni pour l'opposition, ni pour quoi que ce soit. C'est pour l'apaisement national. Nous ne voulons pas passer les élections parce qu'une frange de la population est eu à suivre un évêque et ça devient que lorsque un Gadamayo se retrouve à l'extrême nord, qu'on dise que c'est lui qui traite ceux de l'extrême nord de bétail électoral. Voilà pourquoi les expressions pareilles doivent être choisies. Et je suis d'accord avec M. Emile, lorsque un docteur de son haut rang ne peut pas manquer des mots adéquats pour pouvoir expliquer, dénoncer ce qu'il voudrait bien dénoncer. La dénonciation est bonne. Nous sommes tous d'accord. Mais le choix des mots ne sied vraiment pas avec le contexte actuel. Donc pour ma part, vraiment, sa sortie, ma foi, était inopportune. D'accord, on va juste changer le titre qui est affiché là. L'évêque de Yagua remet ça. On met intolérance politique. Vous verrez qu'on n'aura pas, on sera toujours dans le même sujet. Donc je ne vous coupe pas. Non, vous n'avez pas compris. Je ne vous coupe pas. Vous allez parler. Et je suis justement dans le prolongement de cette affaire parce que le choix des mots, la réaction des uns et des autres peut entrer dans ce qu'on pourrait appeler intolérance.
on ne tolère pas les propos de l'évêque, on ne tolère pas les propos du ministre de l'administration territoriale, on ne tolère pas les propos de certains qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui prennent position. On a vu le cas des artistes humoristes, hein, c'est les Nétan Kopo et Moustique charismatique. Le choix des mots est un problème, justement, parce que ça peut soulever, comme Patrick le dit tout à l'heure, des sentiments, créer des animosités et même des haines. Oui, je voulais d'abord dire à M. Messi qui semble avoir une connaissance minimale des Saintes Écritures pour dire que l'homme de Dieu dénonce aussi les faits des sociétés. Ah, il dit aussi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, c'est l'homme de Dieu qui dit ça, non? Je veux dire que si vous prenez Jean-Baptiste dans l'Évangile, il a dénoncé un fait et ça lui a fait être décapité. Vous avez provoqué le pasteur. C'est pour dire Sauf que l'évêque ne sait même pas appuyer sur la Bible. On doit pour dire quoi que ce soit. L'évêque doit dénoncer la corruption, l'injustice. La Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Voilà. Et le péché est la honte des peuples. Donc, l'homme de Dieu, de sa posture, les ouailles viennent vers lui et avec leurs problèmes. Et ils sont victimes d'injustice. L'orphelin et la veuve sont écrasés. Vous voulez qu'ils restent là, qu'ils disent parce que je vais policer mon discours. Et quel est le passage quand ça ne va pas, même au diable, on doit. Je vais poser la question là, t'en fais pas. Oui, continuez, Emmanuel. Donc j'ai dit, il va policer son discours parce qu'il est sur la chair. Mais le choix des mots est délicat. Oui, le choix des mots. Le lieu de ces mots est délicat aussi. Il a donc éclairé son discours qui n'a pas été bien perçu à première vue, même s'il a été apprécié par certains. Je crois qu'il a dit que ce n'est pas normal que nos enfants qui ont le master, le bac, la licence, se mettent à conduire des motos ou à être des gardiens de nuit. Oui. Ils ne vont pas accepter ça durablement. Et la solution, c'est quoi? Que ceux qui sont là partent. Et que n'importe qui vienne. Là, c'est une prise d'opposition. Oui, mais l'alternance a quand même cette vertu que la personne qui vient veut aussi faire quelque chose de mieux. Et c'est à lui de laisser sa griffe. C'est à lui, à l'église. Et nous tous, nous savons que la sclérose, l'empirisme et la routine ne sont pas des vecteurs de développement. Donc, est-ce que c'est à lui de proclamer le départ de certains pour appeler les autres? Est-ce que c'est à lui de le faire? Les citoyens. Il est citoyen camerounais, il a son opinion. Il faut respecter son opinion. Tout homme d'église qu'il est, il n'est pas moins citoyen. Donc, je suis d'accord que quand ça arrange M. Messi et ses amis, il le déifie. Vous n'avez pas accepté quand les chefs traditionnels, ils ont donné leur position. Mais ils ont donné leur position. Leur position, pourtant, ils sont également. Voilà. Non, mais il faut qu'on s'entende. On est d'accord là-dessus. Ils ont été acceptés pour l'évêque, mais vous refusez pour les chefs traditionnels. Non, en réalité, excuse-moi de prendre la parole comme ça. Effectivement, la réaction de la critique ne peut pas manquer. Là, nous sommes dans une société qui se construit. Des personnes, les personnes, à la différence des chefs traditionnels, l'évêque n'a pas dit que voter pour voilà. Ou pour tel. Non, il a dit que l'autre parte. Oui, l'autre part, mais il n'a pas dit voter pour tel. C'est encore pire. C'est encore pire. Le diable doit venir mieux. C'est vous qui voyez le pire. Moi, je ne vois pas le pire. Moi, je vois. Laisse-moi parler. Emile, laisse-moi parler. Tout le monde te coupe. Je ne sais pas. Tu joues à quoi? Non, laisse ça. Même le diable, on doit regarder les petits yeux à Emile. Laisse ça. Vous avez vu le diable. Je dis que les chefs traditionnels ont été. Ce sont même les chefs traditionnels qui attisent le discours de haine là. Ils ont été. Non, comment en quoi est-ce que les chefs traditionnels attiseraient le discours de haine? Autant qu'ils n'ont même pas. Ça va alors. Autant ils n'ont même pas fait une longue phrase où on met les hiboux. Là-bas, on n'a même pas besoin de longue phrase. Ils se sont réunis. Du haut. Et pourquoi est-ce qu'ils attiseraient la haine? Sagesse. Au même titre que. Est-ce qu'il est possible de dessiner le diable sur le mur? Moi, je ne suis pas un bon dessinateur, donc je ne peux pas te répondre. Vous savez que c'est interdit. J'ai dit que... Vous le savez que c'est interdit. Monsieur devient le modérateur. Convoquer le diable, le non-diable, c'est déjà grave. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Vous le savez en tant que chrétien. Vous êtes sûr que je suis chrétien? Moi, je suis un chrétien. C'est lui qui va vous faire on va donc vous découvrir. On est tous d'accord que chacun peut avoir. Les adeptes de l'autre peut condamner ce qui ne va pas. L'Église qui est au service du social devrait pouvoir dire que ça ne va pas, on a faim, on a soif, il n'y a pas les routes, ainsi de suite. Ça se dit tous les jours. Il faut se comprendre. Le prélat est le recueil des souffrances. C'est ça que nous disons. Oui, le recueil des souffrances. Parce que le prélat reçoit monsieur tout le monde. Le prélat écoute les confessions. Et parfois, des gens leur font des confidences qui peuvent s'adoucir
sur la misère. Et donc, lui, étant ce recueil, il doit avoir la capacité de pouvoir exprimer ça à ses fidèles, sans faire de réelles fixations. Et vous qui allez recevoir les confessions, pourquoi tu m'accoupes toujours? Il y a aussi des confessions qui peuvent se dévoiler. Là, le plus ma caméra est en train de... C'est que j'avais qu'il peut également balancer comme ça. D'accord, vous allez réagir le moment venu. Et donc, de ce point de vue, quand vous avez vu la mobilisation des chefs traditionnels, qui en réalité sont des personnalités qui doivent être dotées d'une impartialité totale. Parce qu'un chef... Pas les évêques. Je parle des chefs traditionnels. Vous allez ajouter les évêques. Vous allez ajouter les évêques si vous voulez. Soyez complet dans votre... Je peux décider d'être incomplet. Les chefs traditionnels sont des personnalités qui doivent être dotées d'une impartialité totale. Parce que quand vous êtes un chef traditionnel, la chefferie, est le lieu où convergent toutes les opinions. Comme l'église. Non. Pas comme les églises. Pas comme les églises. Oui. D'accord. Il faut être croyant. Pour aller dans une église, il faut avoir être croyant dans cette église. On n'a pas besoin de choisir la chefferie. Quand vous êtes dans un village, la chefferie, c'est à partir du moment où vous appartenez à un village, le chef est votre chef, que vous l'aimez ou pas. C'est là-bas qu'on règle les litiges, même des païens et des chrétiens. Vous comprenez un peu? Oui. Que vous soyez dans un secte ésotérique ou alors que vous soyez chrétien, le chef doit vous recevoir. Et donc, de ce point de vue, sur des questions d'ordre politique, il doit plutôt tenir un discours non orienté, mais d'apaisement. Donc on ne peut pas convoquer... L'Église ne doit pas tenir le langage d'apaisement. Et là, on va se réfugier lorsque... L'Église tient toujours le langage d'apaisement. Est-ce qu'on a besoin de faire l'histoire ici? On a vu l'Église prier pour la paix dans ce pays, non? On a vu les ministres... Voilà. On a vu des prêtres aller... Nous parlons du choix des mots. Oui. Maintenant, sur la question du choix des mots, on peut être en désaccord avec le choix des mots. Pour le cas d'espèce, n'est-ce pas? C'est aussi bien de le dire complet. On peut regretter que l'évêque ne se soit pas rendu compte que dans l'opinion nationale, les niveaux sont variés. Moi, j'ai compris la métaphore. Beaucoup également. Mais, M. Lambda, lui, retient diable. Et le jeu politique se mélange. Émile et ses amis font dans la désinformation. C'est-à-dire qu'Émile crée un enseignant qui a la capacité de comprendre qu'ici on est dans la métaphore, il est là dans la métaphore, il dit qu'on a dessiné le diable. La métaphore n'est pas bonne, hein. Il ne faut pas utiliser les métaphores. Non, la métaphore c'est d'abord la métaphore, il faut quand même avoir dit que c'est la métaphore. La métaphore c'est une image. La tortue dit souvent que toute bastonnade est une bastonnade. C'est-à-dire quand vous voulez qu'elle marche, vous commencez à taper avec le bâton, vous êtes en train de la fouetter. C'est assez le fois qu'il y a un problème. L'évêque ne s'est peut-être pas rendu compte que là il est entré dans un jeu politique. Dans le jeu politique, on peut déformer ta pensée pour s'en servir contre toi. Et là, effectivement, le camp qui a été attaqué dans son analyse a réagi en utilisant ça contre lui, en mettant d'ailleurs en doute toute sa formation, comme Émile vient de faire là. Mais j'ai envie de dire que si on reconnaît à l'évêque d'avoir suivi toute la formation, doctorat plus il ne sait pas trop combien, on peut donc comprendre que du haut de son niveau d'études, ces mots, il les a suffisamment pesés et il les a utilisés. Même si le frère et Cigarette n'est pas d'accord, analyste sociologique. Oui, je suis d'accord. C'est important d'écouter la science. Oui, voilà. En même temps, ce que nous faisons là, ce n'est pas le voodoo, c'est la science. La politique, c'est la science. Sinon, il n'y aura pas de science politique. Donc, ce que je dis, c'est que on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on peut quand même reconnaître que du haut de son niveau d'études très élevé, il a sous-pesé la situation et il a compris que ce sont les mots qui sont les plus indiqués en la matière. Vous savez qu'il y a des plus grands agrégés qui sont également un problème. Ce n'est pas qui n'ont pas le diplôme. Jean-Jacques, pourquoi tu veux nous amener sur ce sujet? Tout comme on en rencontre tous les jours. Sur nos plateaux, par exemple, nous avons des agrégés de haut rang qui finissent par verser leur niveau. En plus, même, Jean-Jacques, c'est justement suite à ce genre de discours, quand nous regardons la thématique, que l'intolérance va donc faire son nid. Parce que quand vous allez voir ce peuple qui l'a donc écouté, va se dire, tiens, donc on a passé le temps à nous traiter de moutons de palurche, on a passé le temps à nous traiter de bétail électoral, alors désormais il n'en sera plus question.
Oui, mais Suite à un discours... jusque-là, ce n'est pas un problème. Oui, L'éveil de conscience. c'est pas un problème, C'est mais davantage l'éveil de conscience. sauf Voilà. que cela risque à mener autre chose. Mais c'est davantage l'éveil de pourrait créer également conscience. quelques Ça pourrait extrémismes, mais créer ce n'est quelques pas- extrémismes. Ça n'a pas commencé par là. Il y C'est a à ce quelqu'un niveau qui a que nous suscité disons. il y a quelques temps, c'est 10 millions de nordistes. Ben, C'était donc, pas ce une n'est fête. pas. Nous Est-ce sommes que sur du le viol cas de précis. nordiste, c'est pareil? Vous avez entendu un mot violent dans 10 millions Mais de vous avez nordistes? senti la levée Est-ce des que nordiste veut boucliers, dire mouton? la levée Voilà. des boucliers qu'il y a eu à cause de Il y a eu 11 millions de citoyens. donc- Parce qu'on a estimé Les que citoyens, 11 millions c'est de nordistes. communautaire. Alors, un bon berger ne peut laisser ses brebis à la merci de la prédation. On va bien le recadrer dans le choix des mots. Il est fait de chair, c'est Pierre qui le dit en toute humilité, qu'on comprendra qu'il faut quand même recadrer au niveau des mots. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur, soit vous êtes modérateur, soit vous êtes panéliste, Jean-Jacques. Je suis les deux. Voilà, si ça vous satisfait comme ça, je suis les deux parce que c'est la causerie. Hein. On dit que le neutre est naïf. C'est une pensée d'un grand penseur. Alors, ouais, le temps qu'on ajuste votre micro, nous entrons dans cette montée de l'intolérance dans notre pays. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, il suffit d'affirmer que vous êtes de tel côté ou de tel côté pour que il y ait une levée de bouclier. Certains artistes sont en train de bouffer la tontine, comme on le dit au quartier en ce moment, parce qu'ils ont soutenu Cabral Libi, d'autres soutiennent tel, d'autres soutiennent tel. Pourquoi on n'a pas cet esprit de tolérance, d'acceptation? D'abord, il y a d'abord une crise sociale. C'est clair. Parce que quand quelqu'un a faim, c'est la famine qui amène quelqu'un à faire, à sortir de ses tripes. La famille nous gère. Oui, c'est la famille. Quand vous avez faim, quand vous avez un enfant à la maison qui a faim, c'est très difficile de le contrôler. D'où donc vous voyez dans cette extrémisme quand même monté. D'un et de deux, il est quand même anormal de voir que toi tu souffres, tu as peut-être une licence ou bien un doctorat et tu vois comment des enfants, quelqu'un qui a le BPC a facilement un recrutement et vient un argot au quartier. Il est difficile de comprendre que pendant que vous n'avez pas d'eau, vous n'arrivez pas à manger et on te dit tous les jours, quand tu suis le poste national, tu entends que le Cameroun, c'est des milliers, des milliards, ça n'impacte pas dans ta vie quotidienne et tu vois comment tous les soirs, les enfants de ces gens-là, comment ils vivent. Ils vont dans les bars en une soirée, le gars dépense 1 million comme si... Et du coup, comme vous avez faim, à un moment donné, et du coup, comme vous avez faim, ne peut pas s'exprimer. Ça crée des frustrations et automatiquement... Quelqu'un d'autre ne peut pas s'exprimer parce que vous avez faim. Automatiquement, ça crée donc, tout ce qui arrive là. Donc, c'est d'abord un problème de gouvernance. C'est d'abord un problème de gouvernance parce alors, que... de crise sociale, oui, la de gouvernance. De gouvernance. Et autre chose, c'est que, pour un peu embrayer dans ce que nous venons nous dire là, tout à l'heure, nous disions que l'évêque est un recueil des souffrances. Et que c'est très difficile de comprendre que quand un minat, par exemple, je prends cet exemple-là, ça qui allait m'échapper là, quand un minat arrive à la télévision, tous les jours, je suis le Moulinex, je vais écraser, vous qui êtes les piments là, je vais vous écraser, tel opposant, je vais écraser. C'est pas ma famille. C'est pas ma famille. Les abeilles. Ce sont des mots qui attisent. Donc, lui n'a pas de métaphore. Ce sont des mots qui attisent à des tensions. Il n'a pas de métaphore aussi. Alors, c'est que la métaphore. Donc on est d'accord que les métaphores sont un danger. Donc, cette intolérance, ça va commencer par le sommet. Parce que c'est le sommet qui impulse. Comment cela? Oui, c'est le sommet qui impulse. Quand on voit un membre du gouvernement avoir, je prends notre exemple, vous avez faim chez vous, vous voyez comment vous vivez à Yaoundé avec, c'est difficile de vivre, un ministre vient vous dire qu'à Yaoundé, c'est très facile de vivre avec 35 000. À Douala, c'est très facile de vivre avec 35 000. Comment est-ce que quand vous allez rester, quand vous êtes rentré à la maison, vos enfants vont vous regarder. Quand vous êtes au quartier là, il faudrait que nos gouvernants, et surtout le régime Biya, qu'ils commencent d'abord par eux-mêmes assainir leur verbe. Parce que cette communication, ces 2 dernières années, ce que nous voyons le minat faire attise essentiellement des tensions. D'accord. Ça, c'est clair. Et en plus du minat, on voit aussi ce que certains membres du coup. Quand vous êtes comme ça, on vous dit que bon, on a payé combien de milliards d'ordinateurs. L'enfant t'amène l'ordinateur n'arrive même pas à faire 2 jours à la maison, il est en panne. Tu vas expliquer à l'enfant que comme tu as une église d'ordinateur là, c'est 75 milliards, hein. Mais à un moment donné, toi-même tu es confus. Comment tout cela ne va pas ne va pas attiser l'attention? Vous semblez justifier.
les tensions. C'est les tensions. C'est-à-dire que je ne peux pas parler de l'intolérance parce qu'on peut avoir la tension, mais l'intolérance, c'est lorsque vous n'acceptez pas que quelqu'un d'autre s'exprime ou exprime son choix. Si on prend le cas, les derniers cas d'actualité, les artistes ne peuvent pas aller prester en Europe parce qu'ils ont pris leur camp, ils ont fait leur choix. Lorsque Moustique dit que moi je veux voter Cabral Libye, ça énerve les gens au point où on lui interdise d'aller faire. Je vais vous faire une illustration. Dans les années 92, il a failli avoir ça au pays. Mais avec tout ce qu'il y avait eu, à cette époque, le président Biya avait su jouer. On n'a pas vu le président Biya mettre Foundi en prison et le leader qui accompagnait Foundi. Mais très dernièrement, là, on a vu le président Biya mettre quand même Maurice Kamto en prison. Quand déjà au sommet, on montre déjà cette intolérance que son adversaire, parce que... Mais il n'y a pas de gens qui ne sont... Parce qu'il est mon opposant, parce qu'il conteste qu'il soit président, je l'envoie en prison. Comment vous pensez que ceux qui ne peuvent donc pas, qui sont à l'extérieur du pays, qui sont peut-être au Canada ou en Europe, et qu'ils voient que voilà un gars du RDPC, comme moi on a mis mon leader en prison... Ou vous justifiez? Ça s'explique. Et ça se justifie. Les deux. Ça se justifie. Oui, donc ça devient juste. Dans les années 90. Ça devient juste que les gens se comportent comme ça. C'est parce que les gens sont exacerbés. Quand vous voyez, est-ce qu'à l'époque, il y a eu dans les années 90, 92, non, il n'y a pas les réseaux sociaux et tout ça dans ces années-là. Vraiment, parlons de. Mais il y avait les médias. Il y avait les émissions radio qui étaient très suivies. Pas vraiment. Très suivies. Non, oui, très suivies. On ne va pas dire que le monde a changé de sitôt. C'est les choses qui sont améliorées. Ça veut dire que si moi, mon leader, au Cameroun, juste parce qu'il veut organiser un meeting, parce qu'il veut organiser un meeting, le MINAC a décidé à demander au préfet, au gouverneur que tel leader ne doit pas. Alors pour vous, monsieur le président, que Annie Anzouer ne vive pas de son art parce que les gens n'ont pas mangé chez le voisin, ça vous va? C'est ça? Les tensions commencent ici au pays. Non, je veux comprendre. Avant que ça ne sorte. C'est parce que les gens ne peuvent pas... Votre point de vue. Non, j'explique. C'est parce que les gens ne peuvent pas s'exprimer ici. Ne peuvent pas s'exprimer, ils préfèrent donc alors attendre à l'extérieur. Puisqu'ici, si tu t'exprimes ici, attends, tu vas envoyer... tous les jours sur ces plateaux. Non, vous êtes monsieur, on s'exprime tous les jours et puis on a quand même des matinées Zogo et les gars qu'on arrête tous les jours, les gars qu'on convoque à la CEMIL. Donc ça veut dire que nous quand on parle ici même comme ça, on ne sait même pas si on ne sera pas... Non, vous êtes là tous les jours, vous n'avez rien dit de méchant. Vous n'avez rien dit de mauvais. Ceux qui sont à l'extérieur s'expriment, c'est parce qu'ici ne peuvent pas s'exprimer. La montée de l'intolérance, le niveau de l'intolérance, c'est-à-dire que certains sont interdits de voyage, journalistes, hommes politiques, artistes, et autres ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas faire leur travail parce qu'ils ont un choix politique. Non, c'est inadmissible. C'est pas normal que, parce que des gens se sont prononcés, ils ont fait des choix, qu'ils soient interdits de jouer, d'exercer leur profession. Vraiment. Je me désolidarise de tous ceux qui essaient un peu de mettre à mal, notamment nos compatriotes artistes. Quand je l'ai dit, il ne faut pas seulement voir cette intolérance-là sous le prisme des artistes. Il faut questionner l'affaire dans sa globalité pour se rendre compte qu'il y a aussi des comportements qui doivent savoir qu'au bout, ça peut susciter l'intolérance. Vraiment. Si vous êtes du PCRN, par exemple, et que vous préparez un meeting, un congrès à Kribi, vous avez loué les hôtels, vous avez loué les espaces, tout est mobilisé, les gens se sont déplacés pour arriver à Kribi, et un matin on vous dit que vous ne pouvez pas tenir votre congrès. Vous avez des dépenses financières, matérielles et tout ça. Et à la fin, ce que vous attendez, c'est que les gens vous disent « Ok, merci, on a compris, bisous à ceux qui ont fait ça ». Il faut s'attendre à une réaction d'intolérance. J'ai écouté encore Cabral hier, dans un périple, parce que là-bas c'est le périple. Il faut pas avoir peur des mots, au Septentrion. Il arrive, il veut faire une réunion avec ses militants, il reçoit une autre qui lui dit que le MINAT a dit que les gars ne peuvent pas se réunir. Il les reçoit dans la rue. C'est un député de la nation, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Oui. Il représente une personnalité dans ce pays. Et des jeunes gens se sont mobilisés localement pour accueillir leur leader. Ils sont dans l'incapacité de faire une réunion politique. Dans des cadres, on pouvait même envahir la salle avec les services de renseignement, que ça n'aurait pas posé un problème. Au terme, Cabral n'a rien fait. Donc Cabral doit revenir à Yaoundé, sans l'avoir fait.
ces choses. Et vous demandez aux militants de PCN de dire au ministre, vraiment, vous êtes le meilleur ministre, vous êtes beau, c'est comme ça que le pays doit fonctionner. En face, puisqu'il a été intolérant dans un genre administratif, il peut avoir aussi des propos intolérants. Donc, vous êtes dans une logique de œil pour œil, dent pour dent. Monsieur, dans le jeu. Non, moi, il est difficile qu'on joue à ce jeu, Jean-Jacques. Oui. Je vais plus loin. Moi, j'ai écouté le discours du chef de l'État. Avant-dernier paragraphe. C'est-à-dire que ces gens qui animent le jeu démocratique au Cameroun, les leaders politiques. Le président a utilisé des termes, ma foi, qui étaient mal choisis. Adepte du chaos, politicien irresponsable. Parler des gens. Donc vous avez donné vous avez des gens qui cassent. Moi je ne sais pas qui a cassé. Vous avez des. S'il vous plaît. Ne faisons pas comme si on ne savait pas. Président, je veux comprendre le raisonnement de Jean-Jacques. Si les gens cassent les ambassades. On n'est pas dans le si. Oui. Non, quand ils cassent les ambassades, c'est pour répondre. Oui, parce qu'on a le président. C'est la réponse de l'intolérance. Est-ce qu'on peut aller doucement? Allons-y, moi j'avais la parole. S'il y en a qui cassent, s'il y en a qui pourchassent les artistes, sont-ils responsables? C'est des politiciens? Non, c'est pas quelle que soit la nature. Le président dit des politiciens irresponsables. Les politiciens, c'est qui? Alors vous n'êtes pas politicien? Je suis politicien parce que j'appartiens à la formation politique. Moi, je ne sais pas. Est-ce que politicien veut dire appartenir pas? Non, je ne sais, non, c'est différent. Vraiment, ne jouons pas ça. Pour le cas des ambassades, pour le cas des ambassades, n'est-ce pas? Il a été établi au tribunal de Paris que aucune formation politique n'est associée à cette affaire. Je suis d'accord. Hubert, vous voyez donc comment vous êtes. Personne n'a politicien, s'il vous plaît. Un politicien dit que le président sera prêt en Dieu l'année. Et que ce n'est pas prêt. C'était le responsable. De Nesomba. Voilà, est-ce qu'on peut continuer? On continue. Nous n'avons pas cité, mais vous avez évoqué les partis politiques. Oui, parce que le président a dit... Permettez-moi de dire sagement un message. Nous tous, nous sommes des politiciens. Moi, je ne vous connais pas encore politicien. Émile l'a cité. On est tous politiciens. Oui, l'a cité. C'est différent d'appartenir à un parti politique. Alors, je veux lire un message. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Zé. On ne te croit plus, moi. Vous voyez que je suis politicien. Vous me semblez ne plus équilibrer le débat. J'ai bien peur parce que depuis que tu as perdu ta lucidité d'entendre. Beaucoup de jeunes ont rêvé de toi. Je te prie de retrouver les lettres de noblesse. Voilà, donc on est tolérant. Voilà. C'est ça que me dit non. Depuis là, il parle allons-y. Alors, comment comprendre? Vous êtes en train d'expliquer comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous dites qu'il y a des gens qui ont sémé les germes de l'intolérance. Vous citez 1001 exemples. Est-ce que la vie politique s'accommode de cette attitude de œil pour œil, dent pour dent? Là, on attend des propositions pour renverser ceux qui ont mal fait. Non, moi, j'étais dans la réponse exacte de la question. Pourquoi la montée de l'intolérance? Comment dire que je suis un mauvais modérateur? Je ne l'ai pas dit. Là, je pose ma question, toi tu réponds. Je dis donc que je réponds à autre chose. J'étais dans la réponse exacte pour expliquer que le discours politique... J'ai compris l'explication. Mais est-ce qu'on doit continuer dans cette posture? Il est question que tous les acteurs politiques, qu'ils soient au pouvoir ou encore dans l'opposition, soient dans l'apaisement. Parce qu'en réalité, on a un héritage commun. Parce que le risque, il est grand. Et ce n'est pas par naïveté que vous posez cette thématique sur la table. C'est pour édifier davantage les gens et que nous prenions nos responsabilités. Nous disons que le discours doit être tempéré. Mais le discours ne peut être tempéré que si la justice elle-même, elle est strictement appliquée. Que chacun joue son rôle. Les décisions bidons, non farfelues, qui sont telles qu'un parti politique va aller défiler, on arrête un militant, on met en prison. C'est pas bon. Pourtant, il n'avait rien à faire. C'est juste une exhibition. C'est pas un jeu électoral. Et que, au terme de cela, effectivement, même si on est dans le jeu politique, que l'on sache que après le jeu, après l'élection, nous devons avoir notre pays debout. Qui, quel qu'en soit, celui-là qui pourra prendre le pouvoir après. Mais manifestement, on a le sentiment que ceux qui sont dans la logique de la conservation du pouvoir veulent conserver ce pouvoir à tout prix. Et à tout le prix. C'est un problème. D'accord, c'est ce que la RDPC veut. Bonsoir à vous, que ça va être. Vous avez 43 ans, bien, et maintenant ils veulent détruire le pays. Vous voulez parler? Bon, je voulais dire que le RDPC et leur cadre là, il faut qu'ils fassent tout vraiment pour nous laisser. Ils ont trouvé ce pays très calme et qui était
sur le plan économique, très bien. Ils ont amené le pays là où ils sont arrivés. Vraiment, qu'ils, si le salaire dépasse, qu'ils partent et qu'ils nous laissent sans détruire le pays. Parce que c'est que les déclarations que les gens du RDPC font dans ce pays et les actes qu'ils posent, c'est pour détruire ce pays. Voilà. C'est bon. Non, c'est bon, mais cela va laisser. Alors, Patrick Assiga, comment comprendre justement pourquoi la montée de l'intolérance en politique aujourd'hui? Oui, justement, l'intolérance, ce n'est que la conséquence d'une accumulation d'un certain nombre d'événements, de situations, de frustrations dans un pays et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à se pardonner. Le concept, je préfère dire cela ainsi, le concept de l'amour qui devrait régir un pays comme le Cameroun est en train de foutre le camp. Et nous avons donc ces exemples. C'est pourquoi, à la première thématique, je disais tout à l'heure que quel que soit le bord politique où tu te trouves, si tu ne peux pas être tolérant, le pays n'appartient pas à une classe de personnes. Et les propos d'intolérance que nous vivons au quotidien, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans des discours, font en sorte que nous nous posons la question, où est-ce qu'on est en train d'aller véritablement? Et tout en face, quand on voit les réactions qui vont avec, on a envie de penser que la graine qu'on a eu à s'aimer hier est en train de produire des véritables fruits aujourd'hui. Ces intolérances viennent de ce que il y a les appartenances identitaires qui aujourd'hui définissent, qu'on le veuille ou non, les intolérances que nous avons aujourd'hui. Parce que tel appartient à telle classe politique ou bien alors à telle classe ethnique, alors je ne peux pas tolérer qu'il ait eu à faire une erreur et l'accepter comme telle. Nous avons beaucoup de travail à faire quant à retrouver la tolérance. Nous sommes arrivés dans ce pays où on a érigé la tolérance administrative. Où parfois il arrive que, compte tenu du contexte, qu'on puisse résoudre un problème sans tenir compte des textes et des lois qui régissent ce dossier. Cette tolérance administrative a existé. Mais nous sommes en train d'aller, je ne sais pas si c'est l'euphorie en réalité, l'euphorie des élections qui fait en sorte qu'il y ait cette montée, et nous ne sommes qu'en février. Je me demande, lorsque nous arriverons en juillet, qu'est-ce qu'il en sera? Si on ne peut plus s'accepter sur un plateau de télé, vous avez vu tout à l'heure que parfois ici, sur un plateau de télé, on n'accepte pas ce que son copanéliste... Non, c'est un débat. Oui, c'est un débat, mais ça commence aussi par là. C'est pas un débat à négliger, parce que quand vous êtes là, vous impactez l'opinion. Justement. Ce que vous dites, ça se limite pas ici. Il ne faut pas considérer que c'est un débat. On peut être en désaccord sur les idées. Non, mais l'attitude, la façon, oui, et les gens nous regardent. Nous parlons bel et bien d'intolérance, mais est-ce que sur le plateau, nous-mêmes faisons preuve de tolérance ici? Et ça commence par là. Rentrer dans les réseaux sociaux, à peine tu veux y prendre position et exprimer ton avis. On parlait de sport tout à l'heure. Il se trouve qu'on te taxe déjà des hiboux, des glysiens et autres. On ne cherche même pas à savoir quelle est en réalité l'opinion que tu veux émettre. Est-ce que c'est logique ce que tu es en train de dire? Non, on regarde tout simplement ton appartenance. Il faudrait que nous sortions de là et qu'à un moment donné, que nous rentrions dans ce qui nous concerne tous, à savoir l'amour de notre patrie. D'accord. Les problèmes évoqués au Cameroun existent ailleurs aussi. Mais est-ce qu'on a atteint ce niveau
justement d'intolérance tel qu'on le voit dans notre pays. 42 ans de pouvoir. Les gens sont étiquetés. Il y en a qui ont fait 2 ans de pouvoir et qui sont pires parfois que ceux qui ont fait 10 ans. Donc ce n'est pas aussi ça la raison. Mais lorsqu'on le vit ainsi, tout le monde est étiqueté. Vous voyez que nous-mêmes, on ne loupe pas les messages qu'on reçoit. Peut-être parce que vous avez mis un mauvais vêtement. On ne vous dit pas simplement que ça ne convient pas. Mais on vous colle déjà une couleur, une attitude, une appartenance. Est-ce que ce n'est pas un problème de culture politique? Est-ce qu'on ne doit pas grandir dans la culture politique ou encourager encore la formation politique comme certains partis le font? Moi, je pense que c'est... Honnêtement, c'est parce que... Parce qu'on ne connaît pas trop l'UDC dans les réactions incendiaires. Oui, je crois que l'UDC, c'est un parti assez modéré. Peut-être parce que le mentor, c'est lui qui a dirigé l'UDC dès sa naissance. C'était un brillant intellectuel et quelqu'un qui était adepte du syncrétisme religieux et de la tolérance entre les religions. Moi, ce que je voulais dire, c'est que généralement, vous allez remarquer quand un pouvoir dure trop longtemps, ça crée trop de problèmes. Et c'est ça la base de la situation dont nous vivons. Je vous dis. On est alors le seul exemple. Écoutez, je suis d'accord. Je te vois comme du petit lait. Je t'ai dit. Comme on est alors le seul exemple. C'est les avatars d'un pouvoir perpétuel. C'est ça. Parce que, voyez-vous, si par exemple le président de la République aurait fait ses 2 mandats et s'il est parti, et un autre vient, je vous assure, ces problèmes dont nous parlons, on ne devait pas parler de ça. C'est sûr. Mais plus que le pouvoir, voilà, comme vous le dites en souriant, et c'est intéressant. Non, même au sein du parti de M. Messi, il y a des frustrations. Les gens sont frustrés. Parce que c'est comme un ressort qui a été compressé pendant des années et doit absolument se relâcher. Donc, on voit seulement les partis d'opposition. Donc, vous savez, j'ai suivi il y a quelque temps. Il y a une loi dans ce pays contre le tribalisme et contre, je crois, les intolérances. Les discours de haine. Voilà. Mais j'ai entendu un panéliste du parti de M. Messi dire sur un plateau de télévision que si un tel candidat gagne, il devrait avoir un coup d'État. Vous pensez que ces genres de propos sont des... Sur ce propos-là, il y a eu un débat. Sont des natures à construire la tolérance. Oui, vraiment. Est-ce que vous pensez que c'est des natures? Et il n'a pas été inquiété. Mais il a démenti. On l'a mal compris, comme les gars. Non, on va toujours donner des raisons. Mais c'est ça la tolérance. Quand vous parlez de tolérance, moi je ne vois pas qu'il y a une animosité sur nous qui sommes ici sur le plateau. Moi je respecte les positions des autres. C'est normal. C'est la diversité des opinions en démocratie. Le président ne va pas respecter le temps de parole. Non, ça c'est... Chacun joue son jeu. Mais il fallait comme le gars est trop fort. Il a réussi. Tu ne sais pas de Messi me coupe systématiquement quand je prends la parole. Mais ça n'a pas créé un problème. Mais s'il te connaît bien, nous on se connaît. Les sympathiques de coups. C'est pour dire que, franchement, si on voulait construire une république vertueuse où on respecte les opinions des uns et des autres, ça commence d'abord par un consensus sur le vivre ensemble. C'est un mot qui est à la mode. C'est-à-dire que, vous savez, depuis les indépendances, ce pays n'a jamais été construit par les fils de ce pays. Vous savez ça? Peut-être vous ne le savez pas. Non, allez-y. Maintenant, on va se plaindre. Je me souviens en 1959, lorsque M. Ahidjo est parti à l'ONU avec la délégation française, les Camerounais qui étaient les représentants des étudiants, M. Kouamoukouri et les autres, les dirigeants de l'UPC, ont appelé Ahidjo que viens entre nous Camerounais, on essaye de nous entendre, puisque l'indépendance va venir. On trouve un consensus pour qu'on entre dans l'indépendance ensemble avec un consensus. Et la conséquence c'est quoi donc? Non, écoute, la délégation française a interdit à Ahidjo de parler avec ses compatriotes. Vous comprenez? Donc il y a là quelque chose qui fait que jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de récolter ce fruit de manque de consensus. Et depuis ce temps-là, M. Messi passe sous son contrôle. Qu'ils nous disent qu'il y a... Est-ce qu'on tisserait le consensus aujourd'hui? C'est sur quel aspect? Par exemple, les élections. Oui. Parce que, quoi qu'on dise, les élections dans ce pays n'ont jamais été véritablement légitimes. Sauf quand vous gagnez, vous vous plaignez. Non. Je dis
franchement, quelqu'un a dit, le président Atarana a dit qu'en 92, on n'a pas dérangé Frundi. On l'a dérangé. On a mis le Nord-Ouest sous l'état d'urgence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Et Frundi était en résidence surveillée. Vous le savez. Le régime bien. Vous pouvez gagner l'élection, vous partez mettre votre adversaire en résidence surveillée. Ça veut dire que vous doutez. Donc, c'est vrai que c'était des prémices quand même. Ce déficit de démocratie, c'est ça qui construit tous les avatars dont vous parlez là aujourd'hui, de manque de tolérance, parce que ceux qui sont au pouvoir sont décidés à s'y accrocher. C'est ça le pouvoir. Voilà. Peut-être à cause des crimes économiques et politiques et des sangs qu'ils ont commis. C'est d'abord ça le pouvoir. Quand on est au pouvoir, mais vous trouvez des astuces. Les pouvoirs ont été renversés. On applaudit. Les pouvoirs ont toujours été renversés. Alors, bonsoir Jean-Jacques Zé et à tout le panel. Le président du parti sur votre plateau fait dans la surenchère politique. C'est vrai que le pays est difficile, mais aucun politicien ne peut le changer par un coup de bâton magique. Il faut d'abord changer de mentalité et créer un bon climat social. J'insiste encore, les partis politiques doivent former leurs militants et travailler. Au lieu de pleurnicher, dites au président que le doctorat n'est pas l'obtention d'un emploi. Faisons attention, Patrick, depuis Odia, qui parle la question de la formation des militants. Ce n'est pas seulement l'opposition. Même les militants du parti au pouvoir, il y en a qui ont quand même des réponses et des sorties incendiaires, que ce soit sur les plateaux, les réseaux sociaux et autres, des réponses qui arrivent à frustrer, à créer un certain énervement. Est-ce qu'il n'y a pas là véritablement un déficit de formation à la vie démocratique? Jean-Jacques, vous êtes un journaliste politique, authentique et certifié sur ces questions-là. Je pense que vous avez commencé par poser la question au pasteur Mbénou, qui malheureusement, les hommes politiques ont l'art de divertir et tout. C'est pour cela que moi, représentant du RDPC sur ce plateau, je veux d'abord aborder ma casquette de sociologue politique sur cette question. Parce que je pense qu'il y a des questions sur lesquelles on ne devrait pas forcément politiser. Quand je l'ai dit, je prends d'abord le phénomène de l'intolérance comme étant un phénomène social. Avant de le voir dans des confrontations politiques, partisanes et autres, le phénomène d'intolérance peut s'observer à tous les niveaux, même dans nos propres familles, même dans nos milieux professionnels. L'intolérance, c'est quoi? C'est le contraire de la tolérance, c'est l'opposé de la tolérance. La tolérance, c'est l'acceptation de l'autre. Du moment où on n'accepte plus l'autre, dans son comportement, dans sa façon d'être, il y a donc la résurgence des phénomènes d'intolérance. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer donc l'intolérance? Or, nous savons que l'homme, comme le disait Aristote, est un animal politique. C'est-à-dire que c'est le seul animal qui est appelé à vivre avec les autres. Le phénomène d'intolérance viendrait donc sur des intérêts divergents entre des individus fut-il de la même famille, qui peuvent donc se voir des intérêts en antagonisme, des intérêts en opposition, et créer donc des attitudes d'intolérance. Voilà d'abord le phénomène qu'il faut d'abord comprendre au niveau microcosme social. Maintenant, puisque vous le convoquez dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire en 2005, en 2025, nous sommes à quelques mois d'une élection majeure, à savoir l'élection présidentielle. Puis donc dans ce contexte-là, nous voyons donc que des acteurs sociaux de poids, notamment des hommes politiques, sortent donc, comme je vous ai dit, sur ces intérêts-là, par l'hégémonisme, par le suprématisme, c'est-à-dire que nous pensons qu'avec l'élection qui arrive, nous devons arriver au pouvoir par tous les moyens et nous devons donc commencer par adopter un certain nombre d'attitudes pour rejeter l'autre, de gré ou de force, pour montrer que si ceux qui ne s'allient pas derrière moi, alors là, ceux-là sont exclus. Donc, ils ne sont plus tolérés dans ces conditions-là. On va donc voir que si tel artiste n'est pas proche d'une formation politique précise, les partisans de cette formation politique-là vont donc empêcher à ces artistes-là de faire des prestations artistiques à certains milieux.